Bonjour à tous, merci d'être là donc, pour ce tutoriel qui s'intitule Travailler avec un accélérateur de start-up mode d'emploi. Je me présente rapidement, je m'appelle Florian, je suis responsable des programmes start-up au sein de Startup Palace. Startup Palace est donc une structure nantaise qui intervient un peu partout en France et on se définit comme un opérateur de programmes d'accélération de start-up. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on a deux produits. Un produit pour des villes, des collectivités ou des CCI, des technopoles, pour leur permettre de gérer clé en main un accélérateur de start-up. Et on fait la même chose pour des grandes entreprises, avec pareil toute l'infrastructure pour gérer leur collaboration avec des start-up dans le cadre d'un accélérateur. Startup Palace, ça existe depuis 3 ans. On a opéré plus de 25 programmes, ce qui correspond à peu près à 12 dispositifs différents. Et on est présent d'une diagonale qui va de Brest jusqu'à Toulon pour les accélérateurs de ville. On est présent donc du coup à Angers, à La Roche-sur-Yon, à Nantes, à Tours et puis à Toulon. Et bientôt à Niort. Et aussi pour les accélérateurs de corporate, donc des accélérateurs d'entreprise. On a eu la chance de créer l'accélérateur du groupe Ouest France qui s'appelle Offset. On intervient aussi à Niort dans le cadre de l'accélérateur qui s'appelle French AssureTech qui réunit plusieurs mutuelles. Et puis pour compléter le tableau, on est aussi présent dans l'accélérateur du groupe La Poste French IoT. Alors, le programme aujourd'hui, 4 parties. Redéfinir ce que c'est un accélérateur. Ensuite, savoir pourquoi on doit en mettre en place un accélérateur, quel est l'intérêt. Voir aussi quelle est l'organisation à adopter pour mettre en place ce type de dispositif, ce type de programme. Et puis on fera un petit retour sur des erreurs à éviter. Et je vous laisserai la parole pour quelques questions. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir même pendant la présentation. Alors, on commence. Un accélérateur, c'est quoi? Quelques définitions. Définition d'abord de ce qu'est une start-up. Alors, je précise, j'aime bien commencer par toujours une remarque liminaire sur l'univers des start-up. Tout n'est pas rose dans l'univers des start-up. Les start-up, c'est souvent très galère. Il y a 9 start-up sur 10 qui échouent. Donc il faut faire aussi attention avec un peu ce monde de bisounours qui peut exister par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qu'on va parler aujourd'hui, le thème, c'est la collaboration start-up grand groupe. Et il y a beaucoup d'effets, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Et ça, il faut l'accepter dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'une vraie start-up? Si on prend la définition de la French Tech nous dit une start-up est une jeune entreprise avec une ambition mondiale à la recherche d'un modèle économique qui lui assurera une croissance forte et rapide ou une entreprise qui a grandi avec un tel modèle. On reprend une définition de Steve Blank, qui est un entrepreneur et conférencier à succès aux États-Unis, qui nous dit qu'une start-up est une entreprise en devenir à la recherche d'un modèle économique, industrialisable, rentable et générateur de croissance. Là, il y a deux choses à retenir, c'est cette notion de recherche permanente, et la notion de croissance, et aussi la notion de scalabilité, forcément. Une autre définition d'Oussama Ammar, donc un des fondateurs de The Family, qui est un accélérateur européen, qui nous dit une start-up est une organisation sociale en faillite permanente. C'est pour ça qu'il y a notamment le principe des levées de fonds, qui est quelque chose qui n'est pas naturel, et qui ne tient que par la bonne volonté de ses fondateurs, et moi je rajoute ses premiers salariés, ses premiers stagiaires. Tout ça, pour revenir un peu à nos bisounours, les startups, c'est pas si simple que ça. Et puis Dave McClure, un des fondateurs d'un des plus gros accélérateurs aux États-Unis, nous dit une startup est une entreprise qui se concentre sur les sujets suivants. Quel est son produit, qui sont ses clients et comment faire pour gagner de l'argent. Donc on voit bien que finalement une startup, ça n'a rien de révolutionnaire, j'ai un peu avancé. Ça reste une entreprise classique avec certains codes, mais avec certaines typologies qui lui permettent d'aller peut-être plus vite et d'aller plus loin et d'avoir une ambition mondiale. Mais on reste quand même sur une entreprise qui a des problématiques assez classiques. Alors, de l'autre côté, on a cette notion d'incubateur. Les incubateurs, notamment, l'analogie vient sur le fait qu'il y a des grandes machines qui existent dans l'agriculture pour protéger les poussins. Donc du coup, les incubateurs ont été créés, notamment au début des années 2000, pour la plupart, souvent sous l'impulsion du public. Ensuite sont venus les accélérateurs aux États-Unis, notamment dans une logique de dire on prend des fonds d'investissement, donc qui investissent dans les startups, et pour sécuriser un peu plus son investissement, on crée une structure d'accompagnement à côté. Donc c'est comme ça que sont créés Y Combinator, Techstar, qui sont notamment Techstar qui est arrivé aussi en Europe pour la plupart. Donc là, on est à peu près en 2006 aux États-Unis, et ce phénomène arrive en France à peu près au début des années 2010. Et puis arrive le thème vraiment d'aujourd'hui, les incubateurs ou accélérateurs portés par une entreprise, qui sont un moyen tout simplement de matérialiser une collaboration entre une start-up et un grand groupe. Un grand groupe, alors ça peut être une ETI, ça peut être aussi une grosse PME.
Alors, si on prend la définition d'un accélérateur selon la French Tech pour faire l'écho avec ce que nous dit les startups, par accélérateur, nous entendons tout programme offrant des services à haute valeur ajoutée. Donc c'est un programme à haute valeur ajoutée, leur apportant des moyens industriels et parfois financiers pour leur permettre de croître plus vite et de réaliser leur ambition de devenir des champions mondiaux. Donc ça, l'accélérateur a cette vocation. Le but est d'aller plus haut, plus vite, plus fort, selon un célèbre moustachu français. Mais ce qu'il faut voir, c'est que on sait que les grands groupes vont pas vite. On sait que les entreprises vont pas vite. À l'inverse, toujours dans notre monde de bisounours, on a l'impression que les startups vont très vite. Mais ça, c'est faux. En général, les startups aussi mettent beaucoup de temps à trouver leur marché. Et donc finalement, ce problème commun qu'ont les startups et les grands groupes fait que c'est intéressant de les mettre ensemble dans le cadre d'un programme structuré pour atteindre un objectif commun d'aller plus vite. Et puis, finalement, c'est une collaboration entre un petit et un grand qui peut être dans une logique de gagnant-gagnant. Donc, c'est ça qu'on va parler vraiment aujourd'hui. Alors, quelques typologies et contextes des accélérateurs. Il y a différents types d'accélérateurs. On a tout ce qui est incubateur public et pré-accélérateur pour des startups assez bébés. On a les accélérateurs qui sont généralistes, qui peuvent traiter de l'agriculture à l'immobilier à autre chose. On a les accélérateurs verticaux, qui sont juste sur un sujet bien précis. Un accélérateur, par exemple, dans la food tech. Et les accélérateurs qui sont vraiment des accélérateurs corporate, des accélérateurs d'entreprise. Je vous ai cité West France, pour lequel on travaille, French AssureTech sur la partie mutuelle, mais il y en a plein d'autres. Il y a Unibail Rodamco, il y a TF1, il y a M6, il y en a un foison en France. Un petit schéma que j'aime bien, c'est sur notion d'accélération et maturité des startups, qui nous a été fait par Carmen Bermero, qui est une Espagnole, une Madrilène, qui a créé un pré-accélérateur en Espagne, et qui nous dit que finalement, il y a une logique entre le niveau de maturité de la startup et le type d'accompagnement. Au départ, quand on a juste une idée, on peut participer à ce qu'on appelle un startup week-end. Là, sur un week-end, vous venez défricher une idée. Ensuite, vous pouvez rentrer dans un pré-accélérateur. Là, vous êtes deux, vous avez un premier produit qu'on appelle dans l'univers des startups un MVP, donc un minimum viable product. C'est juste votre premier proto. Mais quand vous le sortez, il ne se passe rien. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide un peu pour muscler tout ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer dans un accélérateur. Et là, on est sur des startups qui sont plus matures, des équipes. Par exemple, je reprends l'exemple de West France. On a des startups qui fait déjà plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui vient en tout cas travailler avec West France pour créer de la valeur. Et puis ensuite, il y a cette notion de développement à l'international, où quelques accélérateurs sont aussi présents. Voilà, on a une conception des programmes d'accompagnement qui est, au départ, on est plus sur accélérer la personne. Ensuite, on va sur accélérer le projet, accélérer le business, et puis après, s'ouvrir à des nouveaux horizons. Là, on est sur une dimension qui est plus mondiale. Un autre schéma qui est un peu complexe, je vais passer rapidement, mais de dire que finalement, au départ, une entreprise peut commencer à faire des événements type des hackathons, type des startup week-ends, pourquoi pas des startup week-ends internes. Ensuite, la phase d'après, c'est d'avoir un incubateur ou un accélérateur. Et la phase supérieure, c'est d'avoir un fonds, ce qu'on appelle des corporate ventures, des CVC, pour pouvoir investir directement dans les startups. Pourquoi pas faire des fusions-acquisitions et aussi créer ce qu'on appelle des startup studios, qui sont un peu un mélange des deux mondes entre l'entrepreneuriat et les accélérateurs. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir après la présentation si vous voulez. Alors, les sources de revenus des accélérateurs. Alors là, je suis sur une logique un peu globale. La difficulté pour un accélérateur, que ce soit corporate ou simple, c'est de trouver son business model. Donc il y a plusieurs sources de revenus qui existent. Le premier, c'est les fonds publics, de bénéficier de subventions. Vous pouvez aussi avoir des revenus liés à l'immobilier. Souvent, les accélérateurs sont liés à un endroit, parce que l'endroit aussi crée le lien. Et donc, il y a des revenus qui sont liés à ça. Il y a des prises de participation. Ça, c'est vraiment le modèle du début. Mais qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on joue sur assez compliqué parce qu'on est sur du long terme et on a des dépenses qui sont court terme. Il y a la notion de crowdfunding, certains accélérateurs ont levé des fonds de cette façon-là. Vous pouvez avoir des entreprises partenaires, plusieurs entreprises qui mettent au pot pour pouvoir créer un programme d'accélération. Vous pouvez prendre un pourcentage du chiffre d'affaires contre finalement tous les conseils, toutes les expertises que vous, entreprise, vous apportez aux startups. Vous pouvez faire payer les startups. Ça, je vous le déconseille, c'est une mauvaise idée parce qu'en général, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, ça peut être juste les faire payer de façon modeste.
Vous pouvez aussi prendre une prise de parti, enfin un pourcentage sur les levées de fonds futures, parce que vous avez fait grandir la startup et vous l'avez peut-être présenté à des fonds d'investissement. Vous pouvez avoir un système de prêt remboursement si succès. Vous pouvez vendre vos prestations d'expertise à des tiers, parce que le fait de collaborer avec des startups vous apprend des choses que vous pouvez peut-être monétiser derrière. Et puis, vous pouvez aussi, ce qui est l'intérêt principal des accélérateurs d'entreprise, c'est générer des relais de croissance en travaillant avec des startups pour créer des produits. Voilà. Donc je passe de façon un peu rapide, mais voilà l'éventail entre guillemets des sources de revenus d'un accélérateur, parce que c'est toujours compliqué de dire qu'on crée une structure pour accélérer le business et que cette structure elle-même ne fasse pas de business. Alors, quelques histoires. Une première histoire qui est l'histoire de Photonoware, qui est une startup qu'on a dans notre programme French Assure Tech, qui a un algorithme pour traiter les photos et qui du coup crée un produit avec les mutuelles, qui est une appli qui permet, quand vous avez un accident, en prenant votre voiture, de savoir si vous êtes couvert par rapport à la franchise notamment et où est le garagiste le plus près. Ça, finalement, l'intérêt pour le grand groupe, c'est d'avoir pour les mutuelles un service supplémentaire à ses clients, réduire aussi certains coûts. Et pour la startup, l'intérêt, c'est qu'elle, toute seule, elle ne peut pas bénéficier d'un dataset, un jeu de photos super important pour pouvoir entraîner son algorithme. Donc là, on est dans une relation qui est vraiment gagnant-gagnant. Mediego, une entreprise rennaise qui travaille avec West France et qui a développé un outil pour pouvoir augmenter l'ouverture des mails et des newsletters qui sont envoyés tous les matins par West France. Pareil, cette startup a besoin d'un volume important de mails pour tester son algorithme. Elle a pu le faire avec West France et les résultats sont assez dingues. C'est que sur les 700 000 mails qui sont envoyés tous les jours, il y a 40% de taux d'ouverture et de taux de clics supplémentaires grâce à Mediego. Alors, deuxième partie, comment savoir si on doit et on peut mettre en place un accélérateur. Première chose, c'est un accélérateur. Quand vous avez une entreprise, ça permet de multiplier vos projets stratégiques. Parce que chaque projet de collaboration avec une startup, c'est un projet, c'est de la gestion de projet. Deuxième chose, ça peut vous permettre de réduire par 3 vos temps de gestion de projet. Parce qu'une startup va vous... en général, les startupeurs sont assez chiants et vont vous pousser pour aller vite, pour aller beaucoup plus vite et pour sortir un peu du cadre. Nous, on pense vraiment que finalement, les accélérateurs corporate sont une manière de faire détourner, de faire de la R&D et peut-être d'avoir un coût moins important sur cette R&D. Ça permet aussi de changer un peu les postures dans l'entreprise parce que vous pouvez acquérir des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de penser qui finalement, sur vous, cadre ou vous, dirigeant d'entreprise, ça vous permet, dans votre travail au quotidien, d'appliquer autre chose, d'avoir un autre regard. Alors ça, c'est plus difficile, on va dire, à quantifier. Et puis, ça permet aussi d'augmenter votre visibilité auprès du monde des startups qui peut vous permettre aussi de jouer sur l'image, même si ça ne doit pas être l'objectif principal. Donc multiplier les projets stratégiques, réduire par 3 le temps de gestion de projet, la R&D, la partie posture et la partie visibilité auprès du monde des startups. Alors, quelle organisation adopter pour travailler efficacement avec des startups? Alors, plusieurs points. Première chose, c'est qu'il faut avoir une vision. Se dire, voilà, pourquoi on le fait, quel est l'objectif principal de ce programme. Cet objet, qui est l'accélérateur, il doit être au service de la stratégie globale. Ce n'est vraiment pas un gadget. Il y a beaucoup trop d'accélérateurs qui ont été créés juste pour la com et qui n'apportent pas grand-chose. Et ça se sait assez rapidement parce que l'écosystème des startups est petit. Il faut accepter d'y allouer un temps certain parce que vous allez être obligé de détacher quelques-uns de vos collaborateurs. Et en général, les start-upers vont trouver rapidement qui sont les meilleurs collaborateurs, ceux qui vont leur apporter le plus de valeur. Il faut accepter aussi d'y allouer un maximum de ressources et d'ouvrir un maximum de terrain de jeu. L'exemple que je vous donnais de Photonoware et de Mediego, c'est parce que les entreprises qui portaient les accélérateurs ont accepté d'ouvrir leur terrain de jeu, parce que c'est ça qui a de la valeur et c'est ça que viennent chercher les startups. Il faut se mettre en empathie avec les startups, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est très dur. Comme je disais, 9 startups sur 10 échouent. Les belles histoires, il n'y a que The Social Network qui la raconte, le film sur Zuckerberg, mais en général, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et donc, il faut toujours se dire, OK, là, moi, je dis que je vais revenir vers la startup dans 3 semaines, mais 3 semaines, pour elle, c'est important, parce qu'une startup, par rapport notamment à un grand groupe, elle a ce qu'on appelle une date de mort. C'est qu'elle sait que peut-être dans 3 mois, dans 4 mois, elle n'a plus de cash et que c'est terminé. Un grand groupe, normalement, il a un peu plus de visibilité.
Il faut créer un process allégé de décision, justement cette logique d'empathie pour aller plus vite. Il faut accepter d'avoir mal, parce que du coup, vous allez découvrir plein de choses sur lesquelles vous n'êtes pas au top. Mais il faut accepter de se dire, on est là pour s'améliorer. Vous allez découvrir qu'il y a certaines choses qui ne vous appartiennent pas, certains process, certaines personnes qui sont vraiment pas dans le bon état d'esprit, entre guillemets. Et ça, c'est l'accélérateur peut être un révélateur de ça. Il faut avoir des objectifs clairs et les mesurer. Comme on dit à une startup, de tout mesurer. Pareil pour un accélérateur. Et définir des objectifs et des KPI de suivi par collaboration. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, chaque relation avec une startup, collaboration, c'est de la gestion de projet. Donc c'est un projet. Donc il faut se dire, voilà, c'est quoi les objectifs de cette collaboration? Il y a les objectifs globaux de l'accélérateur, mais par collaboration, on a des objectifs et on se donne des métriques de suivi. Et puis, essayez de faire transpirer les bienfaits de l'accélérateur dans votre structure. Le risque souvent, c'est de dire, c'est juste accessible à une élite qui se fait plaisir avec les startups parce que c'est sympa. Mais ça, il faut essayer de l'ouvrir au maximum et essayer de créer des ponts avec les startups et un maximum de salariés dans votre groupe. En général, un programme, il faut passer à peu près 2 mois pour bien définir ses objectifs, les ressources qu'on alloue, comment on fonctionne. Un bon sourcing et sélection de startups, ça dure à peu près 3 mois. 2 mois d'appel à projet et 1 mois vraiment pour qualifier les startups et pour dérisquer, parce que vous ne pouvez pas vous tromper dans le choix des startups sur lesquelles vous allez collaborer. Et puis l'animation du programme qui peut aller de 3 à peu près à 12 mois pour avoir des objectifs et des résultats qui soient concrets. Pour terminer, quelles sont les erreurs à éviter? La première, c'est créer un accélérateur que pour faire de la communication. Il y en a eu beaucoup qui sont créés parce que c'était à la mode, le mot accélérateur. Croire que ça va être simple, parce que c'est compliqué. À partir du moment où les startups arrivent, et du coup, il se passe des choses et ça prend du temps. Ne pas s'ouvrir à un écosystème plus large, que ce soit un écosystème d'institutionnels, un écosystème de financiers, un écosystème d'autres accélérateurs aussi pour apporter de la valeur, d'autres corporates. Nous, on le voit avec French AssureTech, le fait de travailler avec plusieurs corporates, c'est intéressant. Et puis, ne pas avoir une personne dédiée à l'accélérateur et au suivi des collaborations, ça c'est aussi une erreur à éviter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui incarne et matérialise l'accélérateur, qui est le point de contact pour les startups, pour après avoir différents liens avec les groupes. Nous, on conseille aussi que chaque startup ait un parrain ou une marraine, qui soit quelqu'un qui soit aussi dédié spécifiquement à cette startup. Et puis, notre erreur à éviter, c'est ne pas s'inscrire dans le long terme. Parce que je vous ai dit, les startups, ça met du temps. Les grands groupes mettent du temps. Donc forcément, on ne va pas avoir des résultats très court terme. Mais le fait de se fixer des objectifs et des KPI, normalement vous permettent de savoir si vous ne faites pas mauvaise route. Voilà, il reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Bonjour. Sur les accélérateurs corporate que vous avez nommés, vous pouvez nous expliciter un petit peu ce que les sociétés sont venues chercher et ce qu'elles en ont retiré? Alors, aussi un peu peut-être pour nous enlever l'idée qu'elles y sont allées peut-être pour des raisons fiscales ou autres. Alors fiscales, non, je crois pas. Du coup, si je prends l'exemple des mutuelles, les mutuelles se disent qu'ils sont basées à Niort, on ne fait pas cette chose ensemble. De deux, on a les méchants GAFA qui arrivent, il y a les banques qui viennent manger sur notre territoire. Donc si on n'essaie pas de se mettre en commun pour mutualiser des datas, pour mutualiser finalement des expériences avec des startups, on peut mourir. Donc ça c'est un premier objectif pour ces différentes mutuelles. Alors on a attiré des startups qui viennent un peu partout en France, même une startup de Londres, pour travailler avec elles. C'est un effet pour eux aussi qui est un peu l'effet induit d'avoir un temps d'échange. Ils échangent très peu entre eux finalement, entre la Massif, la Maïf, la MAF, Groupama, et d'avoir ce temps à feu où tout le monde se met ensemble dans une logique, alors ça peut paraître bisounours, mais de coopétition, mais il y a plein de sujets qui sont des sujets communs. Sur le SI, sur la relation client, c'est la même chose. Et puis les mutuelles, historiquement, dans les années 30, sont créées comme ça. Ils sont filés la martingale un peu dans différents sujets pour se créer. Ça, c'est un premier point. Deuxième point pour Ouest France. Ouest France, c'est un groupe qui est en pleine mutation, comme toute la presse. C'est un groupe qui a une traction de dingue sur la partie numérique, qui depuis 4 ans multiplie par 4 ses audiences pour passer de 25 à 100 millions.
et qui a besoin de se frotter à des startups pour innover parce que la presse, ça peut être compliqué sur certains points. Donc c'est vraiment des objectifs qui sont core business et des objectifs qui sont portés par la top direction, que ce soit de Ouest France ou de ses mutuelles. Voilà. Et il n'y a pas d'incitation fiscale encore à créer des accélérateurs, ça m'arrangerait, mais... Mais est-ce que ça veut dire en parallèle qu'ils ont réduit d'autres dépenses de type R&D? Alors je ne sais pas si on peut parler de R&D pour les assureurs, mais ils ont réduit d'autres postes de dépenses pour finalement aller les mettre sur les Startup Palace? Pas encore. Pas encore. Nous, c'est notre vision. C'est des budgets sur lesquels on veut essayer d'aller chercher, mais en tout cas, depuis 3 ans qu'on travaille avec Ouest France et depuis 2 ans avec les mutuelles, c'est pas ces budgets-là qu'on a été chercher. Mais en tout cas, c'est notre vision. Oui, bonjour. Bonjour. Pour établir un programme, dans la phase de définition, jusqu'où faut-il aller alors, il y a la vision, j'imagine, à déterminer, mais après, est-ce qu'il y a un business plan à établir déjà? Est-ce que c'est plutôt sur des axes technologiques? En général, que faut-il faire? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, les bonnes pratiques, c'est d'abord partir sur la vision, partir sur notamment le why. Ensuite, c'est d'identifier quelles sont les bonnes personnes au sein du groupe, les ressources, les terrains d'expérimentation qui vont intéresser les startups. Finalement, c'est l'objet accélérateur. Il a pour client les startups. Il faut trouver, comme les startups cherchent une adéquation produit-marché, c'est exactement la même chose. Il faut commencer à imaginer un business plan, mais pas tout de suite. Il faut commencer à se dire, il y a un budget, ça coûte tant, voilà, et on voit ce que ça peut nous apporter comme ressources, mais il ne faut pas rentrer directement dans le business plan. Par contre, il faut se donner un rétro-planning, se dire quelles sont les personnes qui vont être investies, se dire que ces personnes-là, elles vont prendre du temps, peut-être 1 jour par semaine pour travailler avec des startups. Il faut poser ça le cadre dès le départ. Question au fond. Dernière question. Où est-ce que tu mets la limite entre intrapreneuriat et accélérateur au sein d'un grand groupe? Qu'est-ce qui ferait plus pencher d'un côté que de l'autre? Très bonne question. Du coup, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'aime pas le terme intrapreneuriat. Je pense que c'est un terme qui veut rien dire parce qu'on peut pas être entrepreneur au sein de, comme dans le cadre d'un start-upper qui a pas de moyens, qui a une date de mort, et l'intrapreneuriat. Donc, du coup, il y a vraiment quelque chose qui est pas bon déjà sur le terme. La limite, c'est que il peut avoir, enfin, le point commun, c'est qu'il y a des méthodologies, un état d'esprit sur lequel on peut travailler pour faire avancer les choses. Je vous parlais tout à l'heure de Startup Studio. Le Startup Studio, c'est finalement créer un pont entre des entrepreneurs, des anciens start-upers et des grands cadres de grands groupes pour les mettre dans un espace où ils travaillent ensemble sur un même projet. Et pas que sur le projet d'une start-up ou pas que sur le projet de l'entreprise. Et ça, c'est un modèle qui se développe depuis quelques temps, notamment aux États-Unis, qui arrive bien en France, qui est finalement une solution pour permettre d'augmenter le taux de réussite des projets qui se créent à l'ombre des grands groupes, quoi. Mais ce n'est pas une question simple. Il y a certaines entreprises qui sont beaucoup plus matures pour l'entrepreneuriat, d'autres un peu moins. Assez compliqué. Mais c'est une bonne question. Merci beaucoup. Bonne fin de salon.